troisième et dernière intervention de la matinée. Et je vais demander donc à Yann Lagadec de me rejoindre ici donc, sur cette table pour poursuivre cette présentation. Alors, donc, je le disais tout à l'heure, Yann Lagadec est maître de conférence en histoire moderne à l'université Rennes 2, spécialiste du fait guerrier, de l'histoire moderne à l'histoire contemporaine, s'intéressant particulièrement à la Grande Guerre. Et là, pour l'occasion, il a bien voulu accepter de se pencher sur cette histoire complexe du camp de Conly, en partant notamment des publications et des interventions lors de la commission d'enquête qui va suivre la guerre d'Arthur de la Borderie. Et donc, je lui laisse la parole pour évoquer cette histoire complexe. Merci Stéphane. Donc, je vais parler effectivement d'Arthur de la Borderie, de Conly et de la Bretagne, et ceci sur une longue période, donc qui va de 1870 à 2021 ou presque. Alors, le point de départ de cette intervention, c'est un ouvrage qui est publié en 1937, un ouvrage de l'écrivain Camille Le Mercier d'Hermes, intitulé « L'étrange aventure de l'armée de Bretagne », un ouvrage dans l'introduction duquel il évoque le rôle essentiel d'Arthur Lemoine de la Borderie dans la construction de l'objet historique qu'est devenu Conly. Alors pour lui, c'est l'historien breton qui, je le cite, le premier, avec un zèle, un discernement et une conscience exemplaire, s'est appliqué à réunir au lendemain de la guerre franco-allemande les matériaux indispensables aux chercheurs de l'avenir. Et d'expliquer que, élu député de Vitré à l'Assemblée nationale en 1871, membre de la commission d'enquête sur les actes du gouvernement de la défense nationale et chargé par cette commission de préparer un rapport sur l'armée de Bretagne et le camp de Conly, la Borderie nous a légué un très remarquable travail auquel on est tenu de se référer tout d'abord. Le Mercier d'Hermes ne tarit pas d'éloges sur son devancier, évoquant un exposé des faits vivants, rapides, attachants, émouvant même en maintes de ses pages, inspiré d'un constant souci d'exactitude et d'objectivité. Avant de conclure, je le cite toujours, c'est au scrupuleux rapport de la Borderie qu'il faut reporter le mérite d'avoir fait connaître, au moins dans ses grandes lignes, cette malheureuse affaire de Conly qui, au lendemain de l'année terrible, passionna si fort l'opinion publique en France et surtout en Bretagne. Alors on pourrait discuter le caractère scrupuleux du texte de la Borderie, j'y reviendrai brièvement tout à l'heure, et si le fait que Conly passionna si fort l'opinion publique en France demanderait lui aussi à être pour le moins nuancé. Il n'en reste pas moins que c'est bien à l'historien breton que l'on doit d'avoir fait connaître aussi largement l'affaire de Conly, et des premiers travaux qui succèdent aux siens à partir des années 1870 au plus récent article consacré au camp sartois sur Wikipédia, le texte rédigé par la Borderie en 1872-1874 est l'incontournable référence, donc aujourd'hui encore. Et disons-le d'emblée, quiconque s'intéressant à ce sujet ne peut faire l'économie de passer par ces travaux d'Arthur de la Borderie. Pourtant, aussi indispensable me semble ce texte, il nécessite cependant, à l'instar de tout autre document, une critique interne à laquelle personne ou presque ne paraît se livrer avant de s'y reporter. Et seul un récit officiellement rédigé par un anonyme volontaire de l'armée de Bretagne, auteur d'un petit ouvrage paru en 1874, insiste sur ce qui peut paraître une évidence. Arthur de la Borderie est député à l'Assemblée nationale de février 1871 à février 1876, et à ce titre, il est bien évidemment idéologiquement engagé, d'une part dans le combat pour la paix contre la guerre, mais aussi le combat pour la restauration monarchique, j'y reviendrai tout à l'heure, contre la République, qui a œuvré notamment dans le cadre de la défense nationale à compter du 4 septembre 1870. Mais l'élu d'Ille-et-Vilaine est aussi, on l'oublie souvent, un acteur très actif sur la scène régionale bretonne, pour ne pas dire régionaliste bretonne. Et comme le précise cet auteur anonyme, qui est facilement identifiable en fait, il s'agit de Louis Foucron, un avocat rennais républicain. Donc Louis Foucron va railler le choix qui a été fait par
par l'Assemblée nationale de laborderie pour faire ce rapport sur Conlie, en précisant de manière, avec un humour et une ironie à peine cachée, que ce choix donc, a été évidemment dicté par la réputation d'impartialité dont jouit l'honorable député, c'est pour s'en moquer, et ironiquement qu'il le dit, bien évidemment. Alors Foucron n'est pas plus objectif que son adversaire monarchiste. Il est lui-même un républicain très engagé, mais il nous renvoie à un élément tout à fait essentiel, la personnalité du député breton, essentiel dans la compréhension de la construction de Conlie comme objet historique. Et donc c'est à cette question de l'émergence de Conlie, du camp de Conlie comme un objet historique que je voudrais m'intéresser plus particulièrement. Alors je commencerai par évoquer la situation d'Arthur de la Borderie au cours de la guerre de 1870-71 et ses rapports aux événements au cours de cette période. Alors soyons francs, on a très peu de documents sur l'activité d'Arthur de la Borderie au cours de cette période, alors qu'on en a beaucoup plus sur ce qu'il fait avant et après. Et ça n'est pas seulement lié, à mon avis, au caractère très fugace, finalement, de ces quelques mois de guerre, mais c'est aussi lié au fait qu'il a été très peu actif au cours de cette période. Jusqu'à son élection à l'Assemblée nationale le 8 février 1871. Alors pour présenter rapidement la Borderie, c'est un notable, d'une part, un notable installé, engagé. Il est né en 1827, il est issu d'une vieille famille de la petite noblesse vitréenne, il est aussi et surtout diplômé de l'école des Chartes. Et il va se faire connaître très rapidement comme une figure incontournable de l'érudition bretonne de la seconde moitié du XIXe siècle. Il est l'une des figures de ce que l'historien Jean-Yves Guillaumard a qualifié de bretonnisme, qui est un mouvement essentiellement culturel, qui promeut une vision de la Bretagne comme un ensemble distinct par ses origines et ses caractéristiques du reste de la France, teinté de traditionnalisme catholique, mais aussi d'inspiration monarchiste. C'est un élément important à prendre en compte. Alors, il est membre fondateur de toute une série de sociétés savantes bretonnes, que ce soit dans le Morbihan, en Ille-et-Vilaine, en Loire-Inférieure aussi. Il est le fondateur de la Revue de Bretagne et de Vendée en 1857, une revue qu'il dirige et qui est conçue à l'origine contre la Revue des provinces de l'Ouest, qui est jugée, elle, trop républicaine. Donc il y a bien aussi un projet politique et pas simplement historique derrière la création de cette revue. Et il épouse globalement donc, les idées politiques de son milieu, légitimiste. Il va collaborer régulièrement à partir de 1849 au Journal de Rennes, journal très conservateur, très catholique, dans lequel il va publier des articles de nature historique, mais aussi à connotation plus politique. C'est en effet aussi un catholique engagé, proche de l'archevêque de Rennes, engagé dans la défense de l'enseignement libre, entre autres en Ille-et-Vilaine, mais aussi un élu légitimiste. On l'oublie trop souvent. Il est élu conseiller d'arrondissement du canton de Vitré-Est dès 1861, puis conseiller général d'Ille-et-Vilaine en 1864. Il va siéger au Conseil général, donc dans l'opposition légitimiste, notamment au préfet à Poigne, qui est le préfet Féard, aux côtés de son frère, qui lui est l'élu du canton de Vitré-Ouest, donc le canton d'à côté. Les deux frères sont en même temps conseillers généraux. Et en 1875, il rappellera, je le cite, « j'ai toujours été partisan de la monarchie ». Donc c'est un élément qui me semble important à prendre en considération. Alors il s'agit d'un homme de lettres, Arthur de la Borderie, mais pas un homme d'action, au contraire d'un certain nombre de ses amis légitimistes d'Ille-et-Vilaine, qui se sont engagés pour certains dans les zouaves pontificaux, pour d'autres dans la garde mobile ou dans la garde mobilisée à partir de l'automne 1870. Et donc la Borderie va se tenir globalement assez loin de Conlie et de la guerre au cours de cette
de cette période. On ne le voit guère agir dans les derniers jours d'août ou de septembre au sein du Conseil général dans la mise en place de la défense. La revue de Bretagne et de Vendée qu'il dirige ne publie qu'un seul texte de lui sur la guerre, et ça n'est qu'en décembre 1870. Il n'évoque, à la fin du mois de décembre d'ailleurs 1870, il n'y évoque pas Conlie. Il y a d'autres textes publiés dans cette revue qui n'évoquent pas non plus Conlie. Et donc, de manière globale, il est très étranger, il semble très étranger aux événements qui se déroulent au cours de cette période. Donc, une absence de la scène politique locale, une absence de la scène éditoriale, qui est résumée par Louis Foucron, donc son opposant républicain. On a sans doute aussi pensé que l'homme qui avait passé tout le temps de la guerre dans le recueillement et le silence, et qui, dédaigneux des querelles humaines, était resté à sa campagne de Paramé, à peu de distance de Saint-Malo, tout prêt à prendre le vapeur de Jersey ou celui de Southampton en cas d'arrivée de l'ennemi, serait le plus capable de rechercher la vérité et d'indiquer à l'Assemblée la part qui devrait revenir à chacun. On retrouve là l'humour très ironique que j'évoquais tout à l'heure. Alors la critique est pour une part injuste de la part de Foucron, et elle est facile notamment de la part de celui qui, lui, s'est engagé dans l'armée de Bretagne et est passé par Conlie au cours de l'automne 1870. Un camp de Conlie dont on doit rappeler ici très rapidement les origines et l'histoire. Je serai très rapide sur ce point. Alors l'idée, on revient, semble-t-il, au général de Khératry, qui était député à la fin de l'Empire, ancien officier par ailleurs. Il est préfet de police de Paris en 1870, en septembre 1870, et de passage à Tours le 21 octobre, il va proposer à Gambetta les grandes lignes d'un plan reposant sur l'idée de constituer une armée, de mobiliser les 5 départements bretons en avant du Mans, de manière à pouvoir, entre les forces de Normandie et celles de l'armée de la Loire, marcher au secours de Paris, qui est déjà encerclée. Alors cette armée est créée par un décret du 22 octobre 1870. On parle d'armée de Bretagne, de forces de Bretagne ou encore d'armée de l'Ouest. Le commandement en est fixé à Khératry. On est donné à Khératry, qui doit se fixer à Laval ou Le Mans, et c'est donc le général qui va choisir le site de Conlie pour y installer sans tarder le camp dont les effectifs vont croître progressivement. Le 6 novembre, donc les premiers hommes y arrivent le 3 novembre. Le 6 novembre, ils sont de l'ordre de 6 000, 13 500 le 15, 25 500 le 23, plus de 35 000 le 27, et il y en aurait peut-être eu de l'ordre de 45 000, 50 000 à un moment donné. Les chiffres sont discutés. Une partie de ces troupes a été retirée le 23 novembre pour constituer une division de marche aux ordres du général Goujard, qui œuvrera au sein de la seconde armée de la Loire, qui se distinguera d'ailleurs lors des combats du Mans en janvier 1871. Mais la plupart des mobilisés bretons restent donc à Conlie dans des conditions déplorables, qu'il faut cependant replacer dans le contexte de l'époque. On est dans des armées où, je le rappelle, on meurt plus largement de maladies encore que des combats. Les guerres de Crimée et du Mexique l'ont encore largement montré, entre autres. La question centrale devient très rapidement celle de l'armement et de l'absence quasi totale d'armement de cette armée de Bretagne, et ceci va conduire à un certain nombre de tensions qui amènent finalement Khératry à démissionner le 27 novembre. Et donc dans les jours qui suivent, on va envisager très rapidement l'évacuation du camp de Conlie, ce qui se fait progressivement au cours du mois de décembre, même s'il reste encore à Conlie des milliers d'hommes. Et ce sont une partie de ces hommes qui vont constituer début janvier la brigade Lalande, qui sera choisie pour tenir le point de la Tuilerie lors de la bataille du Mans, et dont l'action sera largement critiquée au lendemain de la défaite du Mans, notamment parce que
une dépêche du ministère de l'Intérieur destinée au préfet pointe du doigt l'action de ces mobilisés bretons qui, en se débandant, ont entraîné l'abandon des positions occupées sur la rive gauche de l'Huisne, et donc ils sont très directement visés. Et très rapidement, on va voir fin janvier la mobilisation d'une partie de l'opinion bretonne pour défendre ces mobilisés bretons injustement mis en cause, pense-t-on, suite à cette bataille du Mans. Alors c'est dans ce contexte, bien évidemment, qu'Arthur de Laborderie va se présenter et être élu à l'Assemblée nationale et qu'il va œuvrer à la rédaction de ce rapport qu'on a déjà évoqué. Alors il est élu sur la liste cléricale et monarchiste dite d'Union pour l'ordre et la liberté, une liste soutenue par le journal de Rennes, par l'archevêque de Rennes, constituée pour l'essentiel de légitimistes, même s'il y a quelques libéraux et quelques bonapartistes, une liste qui est entièrement élue. Les opposants républicains sont très loin derrière, et donc c'est dans ce cadre que Laborderie rejoint Bordeaux dans un premier temps et Versailles ensuite, et qu'il va intégrer donc cette commission d'enquête sur les actes du gouvernement de la défense nationale, constituée donc au début de l'été 1871, forte de 29 membres, parmi lesquels on trouve un certain nombre de Bretons, Frédéric de Piauget, élu du Morbihan, Hyacinthe de Bois-Boissel, député des Côtes du Nord, et donc Arthur de Laborderie. Et la présence de ces droits bretons sur 29 membres va être un élément important, me semble-t-il. Conly n'est qu'un objet d'enquête parmi de nombreux autres. Il y a une quinzaine de rapports qui ont été lancés. On va travailler sur la Révolution lyonnaise, sur la défense de Dreux en octobre 1870, sur l'armée des Vosges, etc., etc. Donc ça n'est qu'un objet parmi de nombreux autres. Et ce qui me semble assez intéressant à noter, c'est que le fait que l'on se soit intéressé à Conly doit beaucoup, me semble-t-il, à la présence de ces Bretons particulièrement sensibles à cette question au sein de cette commission, parce que finalement le sujet de Conly en tant que tel, à l'échelle de ce qu'a été la guerre de 1870-71, n'est qu'un sujet assez mineur, me semble-t-il. Ça n'était d'ailleurs qu'un seul camp sur les 11 que comptait la France à ce moment-là, et pas le plus important. De manière significative, me semble-t-il, la question qu'on peut se poser aussi, c'est celle de savoir si c'est Conly qu'on va chercher à étudier, ou plutôt la Tuileries, avec pour idée ce que dira dans sa conclusion Arthur de Laborderie plus tard, que les Bretons donc, ont été des victimes que l'on voulait déshonorer, que le gouvernement de la Défense nationale a exposé le nom breton au déshonneur, et qu'il s'agit donc de rétablir l'honneur des Bretons. Alors les travaux de la commission débutent mi-juillet 1871 avec l'audition d'un certain nombre d'officiers supérieurs et généraux qui ont commandé l'armée de Bretagne. J'en ai fait un rapide tableau ici. Donc on auditionne beaucoup dans les premières semaines, et puis il faut plusieurs mois ensuite, mai 1872, puis juin 1872, juillet 1872, pour que les dernières auditions se passent. À côté de ces auditions, auxquelles il faudrait rajouter d'ailleurs celles des principaux responsables du gouvernement de la défense nationale, Crémieux, Gambetta lui-même va être auditionné, mais par la commission de manière globale et pas spécifiquement sur l'affaire de Conly. On va réunir toute une série de rapports, de notes, de lettres qui vont être mises à disposition des membres de la commission, certains étant d'ailleurs, certains de ces rapports, de ces notes étant sollicités par la commission elle-même, et c'est elle qui conduit à la création de ces sources, en quelque sorte en interrogeant un certain nombre des acteurs. Alors c'est l'occasion aussi de réunir des centaines de pièces originales. J'en ai retenu ici un télégramme qui figure donc désormais dans les archives de Laborderie, parce qu'il y a eu une sorte de
de privatisation de ces archives, mais qui est très pratique pour les historiens d'une certaine manière, parce qu'une bonne partie de ces archives ont été collectées, rassemblées par la Borderie dans un fonds spécifique. Alors avec un biais archivistique dont il faut tenir compte, bien évidemment, c'est qu'il n'a pas étudié l'ensemble des documents disponibles sur le sujet, mais les documents qui lui ont été fournis par les acteurs, des acteurs qui cherchent à se défendre. Ce qui vient orienter, pour une part, les conditions de conservation et de constitution de cette masse documentaire tout à fait considérable. Alors la Borderie se met à la rédaction de ce rapport au cours de l'été 1872, en fait, et il va procéder avec méthode, c'est le travail d'un érudit, d'un chartiste. Donc il constitue des petites fiches, il recopie des articles de journaux, et on en a des dizaines comme ça dans le fond La Borderie, des archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Il s'appuie très peu sur la littérature déjà disponible. Les seuls ouvrages qu'il cite, c'est le récit du général Chanzy, c'est plus secondairement le livre du général Goujard, mais très peu de choses. Alors que contient ce rapport finalement 4 points principaux. C'est le choix mauvais qui a été fait à l'origine par Kerathry de la position de Conly. Je n'insiste pas sur ce point. Second point, beaucoup plus important, le caractère insuffisant et trop ancien de l'armement qui est fourni aux mobilisés de Bretagne, suscitant toute une série de polémiques, d'échanges entre Kerathry et le gouvernement la délégation de Tours. C'est aussi et surtout la question de l'affaire de la Tuilerie qui indirectement l'intéresse plus particulièrement. Il s'agit de disculper les mobilisés de son département d'origine, puisque ce sont eux, les mobilisés d'Ille-et-Vilaine, qui se battent à la Tuilerie le 11 janvier 1871. Et il y a derrière tout ceci un fil directeur, c'est Gambetta qui est la source de tous les maux. Et donc c'est un rapport qui est fondamentalement anti-gambétiste, bien plus que anti-républicain par certains aspects. Mais, donc c'est ce qu'il dit dans une lettre du 7 août 1872, j'arrive directement à accuser le gouvernement de Tours, spécialement Gambetta, de n'avoir pas voulu armer les Bretons alors qu'il pouvait le faire et d'avoir agi systématiquement de façon à désorganiser l'armée de Bretagne. Donc il y aurait une intention de Gambetta derrière finalement ce qui se passe à Conly. Il n'en reste pas moins que ce rapport me semble péché par 2 mots, une lecture trop strictement bretonne, locale des événements, sans tenir compte du contexte global, la nécessité, la situation dans laquelle se trouve le gouvernement de la Défense nationale à l'automne 1870, la priorité qu'il va donner à l'armement de troupes potentiellement plus efficientes, en l'occurrence l'armée régulière et les gardes mobiles, les gardes nationales mobiles, plutôt que les mobilisés qui ne sont que la 3e ou la 4e roue du carrosse militaire d'une certaine manière. Et donc c'est un élément qui me semble fautif de ce point de vue-là dans la lecture qui est faite par la Borderie. Et puis il y a une lecture politiquement biaisée par ce député légitimiste qui écarte un certain nombre de défenses présentées notamment par le général Goujard qui défend Gambetta, mais dont on trouve la trace dans sa déposition, mais des éléments qui ne sont pas repris par la Borderie ensuite. Alors le rapport est rédigé, je l'ai dit, en 1872, il est publié à la fin de l'année 1873, il y a 180 pages de texte auxquelles s'ajoutent de nombreuses annexes. C'est un volume de 550 pages pratiquement au total, donc un volume tout à fait considérable, constituant donc ces matériaux indispensables aux chercheurs de l'avenir qu'évoquait Camille Le Mercier d'Hermes en 1937. Alors ce rapport est important parce qu'il va contribuer, donc, me semble-t-il, à ancrer Conly dans le roman régional ou national breton dans les années qui suivent. La particularité de ce rapport parlementaire, c'est qu'il va être beaucoup plus largement diffusé et discuté que d'autres rapports du même type. Très rapidement, il va y avoir 2 nouvelles éditions de ce rapport.
une présentée par Laborderie lui-même, avec un certain nombre de documents nouveaux, nous dit-il, dès l'année 1874. Et au même moment, Paris Journal en propose une version plus réduite de 126 pages, vendue 30 centimes seulement, donc avec un public qui n'est visiblement pas le même et pas celui habituel des rapports parlementaires, me semble-t-il. La presse bretonne se fait aussi largement l'écho de ce rapport, sous des formes très différentes. Hein. C'est le Courrier de Bretagne, une journée très conservateur du Morbihan, qui parle du roman du camp de Conly, tel qu'on peut le percevoir à travers ce rapport, non pas pour en critiquer le contenu, mais parce que ce qu'on y lit relève du pur conte, nous semble-t-il, nous dit-il, du fait du caractère incroyable de ce qu'on peut y lire d'une certaine manière, tout en assurant que, vu les documents utilisés, la chose est indiscutable d'une certaine manière. Conly devient un enjeu politique en Bretagne. Alors, pas seulement en Bretagne, il ne faut pas l'oublier. Hein, Conly est l'objet de discussions, de tractations entre les différents courants au sein de l'Assemblée de Versailles. Hein. Notamment, c'est un moyen d'opposition de Thiers qui a quitté ses fonctions, ou des partisans de Thiers, hein, démis de ses fonctions en 1873, et la droite ou le centre-droit. Donc, il y a aussi ce jeu politicien derrière Conly à Versailles, et ça ne concerne pas que la Bretagne. Mais c'est une affaire qui prend de l'importance en Bretagne aussi, au cours de l'année 1874, avec des députés bretons qui s'emparent de l'affaire, qui cherchent à amener à une discussion de ce rapport à l'Assemblée, avec des pétitions envoyées par un certain nombre d'anciens mobilisés bretons qui, par exemple, en février 1875 encore, protestent, je cite, contre la flétrissure que M. Gambetta leur avait infligée en les accusant d'avoir, par leur lâcheté, fait perdre la bataille du Mans. Donc c'est une question qui revient de manière régulière en 1874-1875 sur le terrain politique breton. Mais pour citer un homme politique plus récent, hein, c'est une affaire qui fait pchit en quelque sorte. La fièvre retombe très rapidement. Et en fait, quand on reprend le Courrier de Bretagne, hein, qui est pourtant très virulent et qui, par ses engagements politiques, on le comprend, à tout pour s'opposer au gouvernement de la défense nationale, on parle beaucoup de Conly en 1871, beaucoup moins en 72-73, on en reparle en 74 et un peu en 75, mais dès le second semestre 1875, on n'en parle plus que très brièvement, pour utiliser le terme de Gambetta, l'homme de Conly, mais sans plus, ou pour évoquer des vétérans de Conly, donc sans prise d'opposition particulière, et y compris en 1882, donc l'année de la mort de Gambetta, aucune allusion n'est faite à Conly pour rappeler son passé. Laborderie lui-même n'a rien d'autre publié sur Conly que ce rapport parlementaire en 1873-1874, et la Revue de Bretagne et de Vendée, sa revue, qu'il dirige jusqu'à sa mort en 1901, ne consacrera pas un seul autre article qu'un extrait du futur livre de Laborderie, donc en 1874, donc y compris la revue de Bretagne et de Vendée, donc ne s'y intéresse que très moyennement. Et là, l'hypothèse que je formule, hein, c'est celle d'une amplification finalement d'une mémoire essentiellement sartoise de Conly dans les années 1880-1914, au détriment d'une mémoire bretonne. On en parle toujours un peu, mais très secondairement en Bretagne, me semble-t-il. J'en prendrai un seul exemple très rapidement. Les cérémonies organisées en mai 1913 à Conly, au moment de l'inauguration du monument, passent très largement inaperçues en Bretagne. Ce sont des cérémonies sarto-sartoises, bien plus que sarto-bretonne ou brito-sartoise, me semble-t-il. Et il faut attendre finalement l'entre-deux-guerres, hein, pour voir dans le cadre de l'émergence d'un régionalisme breton
plus largement nationaliste et plus simplement donc culturel est désormais politique pour voir ressurgir l'histoire de Conlie, alors notamment avec la publication d'un certain nombre d'histoires de Bretagne illustrées de gravures d'artistes très engagés donc, dans le mouvement breton. Je pense à Jeanne Malivelle et René-Yves Creston, hein, tous les deux membres des Seiz Breur, entre autres. Et puis c'est la publication aussi du livre de Camille Le Mercier d'Hermes, membre fondateur du premier parti nationaliste breton en 1911, inspirateur et très influent auprès de la nouvelle génération de militants bretons qui s'affirment après 1919 hein, et qui participent à la dérive totalitaire du mouvement nationaliste à la fin des années 1930 et durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui ressort, et ça sera ma conclusion, c'est que, comme je le disais, la Borderie reste une référence. Hein, tout au long de cette période, on se réfère, et on ne peut pas faire autrement que de se référer aujourd'hui aux travaux de la Borderie. Mais c'est une référence qui apparaît très rapidement dépassée dans la construction de l'objet historique et mémoriel, surtout, que devient Conlie, dans la mesure où on va voir émerger une lecture essentiellement victimaire de Conlie, qui n'est pas sans rappeler la lecture que l'on a de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale en Bretagne, et notamment le mythe des 240 000 morts bretons. On est exactement dans le même type de phénomène. Je rappelle qu'il n'y a eu que, entre guillemets, 135 000 morts et pas 240 000 morts bretons durant la Grande Guerre. Et le deuxième élément, c'est une lecture séparatiste de ces événements, alors qui est lancée par Camille Le Mercier d'Hermes et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans toute une partie de la littérature, et notamment la littérature la plus mauvaise en ligne, hein, présentant l'armée de Bretagne comme une armée de chouans qui, au nom du grand rêve, je cite Le Mercier d'Hermes, au nom du grand rêve de liberté qui, depuis 4 siècles, sommeille confusément au fond de l'âme bretonne, hein, avait pour objectif donc, de faire de cette armée de Bretagne donc, l'instrument de visée non plus monarchiste, mais séparatiste, montrant combien, finalement, donc, à de nouveaux contextes politiques, hein, issus de la Première Guerre mondiale, d'une certaine manière, viennent ou correspondent de nouvelles interprétations aussi de cet événement qu'est Conlie. Je vous remercie. Merci beaucoup Yann Lagadec pour cette présentation d'une sorte d'archéologie des connaissances finalement construite sur l'affaire du camp de Conlie depuis le rapport La Borderie, en l'inscrivant dans le contexte politique de l'époque qui nous permet de mieux saisir comment a pu naître cette affaire finalement. Voilà, on a une vision désormais large sur l'organisation des représentations et leur diffusion sur le temps long, hein, qui permet de véritablement faire le point désormais sur cette question.